ourselves to the corners of the earth to teach us some more about humility. Oh, can't we see? We've denied ourselves our blessings. In this time we learned our lessons that we should serve the Almighty. Degaral Makwaki, Takawal Mwatayi, Niwak Dakat Niger Devon, Africa. African Polole, Nubala Koli, Nulike. African Polole, Nubala Koli, Nulike. Africans unite, Africans unite. At home on the road, they shine on light. Africans unite, Africans unite. Oh, at home on the road, you gotta shine your light. Yes, you wanna be an example. First you gotta find the love, then let your light shine to mankind. You gotta dig deep down in your soul. You gotta find the love that just gives. Avec quasiment les mêmes acteurs, tant le sujet que nous traitons aujourd'hui concerne au même titre le Mali et le Sénégal. Je voudrais donc vous remercier d'être là. Et notre porte-parole auprès des autorités maliennes pour leur transmettre nos salutations fraternelles et notre sympathie pendant cette période où nous vivons durement tous avec vous. Je voudrais également saluer nos parents venus de Mauritanie, dont nous avons visite du Fouta, du Boundou, qui ont répondu comme un seul homme à notre invitation, alors que cette invitation était pourtant tardive. Et enfin, je voulais également saluer et remercier tous ceux qui se sont déplacés à notre invitation. Et on me signale aussi que l'ambassadeur de Gambie, l'ambassadeur de Guinée, l'ambassadeur de Guinée-Bissau sont là. Je les salue au même titre que l'ambassadeur du Mali pour leur dire qu'au fond, cette manifestation les concerne au même titre que nous autres qui sommes au Sénégal, qui avons simplement pris l'initiative de le faire, mais en réalité, ça aurait pu se faire dans n'importe lequel de vos pays avec la même légitimité. Il faudrait peut-être quelques explications sur la raison de cette manifestation. En fait, on peut dire que c'est presque par hasard que, en faisant des recherches sur le royaume de Djarakiri, dont il est originaire ma lignée paternelle, je suis tombé sur un certain nombre d'événements qui avaient opposé les habitants de Djara à ceux
du Tekour, c'est-à-dire notre Fouta actuel. Et à la mort de Tenguela, dans les environs de Diana. Ceci m'a amené à réfléchir un peu, à chercher à savoir un peu l'histoire de Tenguela lui-même, d'autant plus que je savais qu'il était mon ancêtre par ma lignée maternelle. Et j'ai découvert ainsi que Tenguela, d'une manière générale, est considéré comme étant mort en 1512 par la plupart des historiens. Nous avons un historien ici à côté, qui nous dira ce qu'il en est. Et donc, et que c'est en 1512 que son fils Koli Tenguela, à la tête de ses intrépides guerriers, les Sèvres de Kouliadé, a installé son pouvoir, ce qui s'appelait encore à l'époque Tekour, et qui est notre Fouta. Donc c'est tout à fait par hasard, comme je l'ai dit, que j'ai fait cette découverte, puisque n'étant pas historien, l'idée m'est venue que tout de même, ce n'est pas toujours un événement à l'occasion d'être célébré pour son 500e anniversaire, puisque nous allions vers 2012. Et je m'en suis ouvert à quelques amis, quelques parents. Je voudrais ici saluer la mémoire de mon collègue et frère Abdul Aziz Ba, à qui j'en avais parlé simplement parce que Abdul, en 1986, à l'occasion de l'année de l'alphabétisation qui était consacrée à Koli Tenguela, nous avait tous invités à une manifestation en vue d'organiser un peu notre famille. Personnellement, je n'ai pas pu assister à cette assemblée qui s'est tenue, mais ça s'est arrêté là. Et donc, le pari pour moi, c'était de reprendre un peu le flambeau. J'avais parlé à Aziz, à mon frère, l'ambassadeur Seydou Nourou, qui est à côté de moi, et puis à d'autres personnes. Et nous avons, de fil en aiguille, pris contact selon les proximités. Avec quelques personnes, nous avons commencé à travailler chez moi pour réfléchir à la manière de le faire. Comme vous le savez tout aussi bien que moi, mais il n'est pas mauvais peut-être de le rappeler, dans le contexte géographique et historique qui nous concerne, on peut affirmer sans risque d'être démenti qu'après le Ouagadougou, qu'on connaît plutôt sous le nom de l'Empire du Ghana, qui a été fondé par les Soninké, le Mali, fondé par les Manègres, l'Empire Satigi constitue la plus grande entité politique de l'Ouest africain. Et au dire de Thierno Morelengo, l'écrivain guinéen, cet empire, à son apogée, sous le règne de Sawarlambo, 1603-1640, environ 37 ans, et je cite Thierno Morelengo, englobait plus de 19 provinces et royaumes. Entre les monts Kassaba et les rivières du sud, de la grande eau salée, c'est-à-dire l'océan Atlantique, jusqu'aux abords de Tombouctou. Donc, de 1512 à 1776, cet empire qui a réalisé l'unification politique, culturelle, économique, etc. de nos divers peuples et ethnies, pendant une période, certes, moins longue que le Ouagadougou, mais tout aussi longue que le Mali, en toute manière, en tout état de cause, plus longue que l'occupation coloniale, cet empire n'a pas pu ne pas laisser de traces. Mais on constate qu'en dépit de tout ça,
une évidence s'impose. C'est l'ignorance totale de cette période de notre histoire collective, tant dans les enseignements, en tout cas ici au Sénégal, que d'une manière générale, dans la connaissance générale répandue dans le peuple. Un peu comme s'il y avait une véritable loi du silence. Et nous nous sommes demandé pourquoi. Comment peut-on passer le trait sur une période de 3 siècles qui a couvert un espace aussi grand. Et nous nous sommes posé l'hypothèse suivante. Puisqu'il s'agit du plus récent effort d'unification, juste avant la colonisation, on peut émettre l'hypothèse que cet empire, dans ses diverses formes d'organisation, a très certainement laissé une empreinte indélébile sur le subconscient et le conscient collectif de nos groupes. Et c'est pourquoi nous pensons que dans le cadre des efforts d'intégration des États de la sous-région, il devrait y avoir là un élément intégrateur dont la mise en exergue serait profitable à nous tous, puisque nous permettant de nous reconnaître et de nous redécouvrir. Aucune construction politique en effet n'est viable si elle ne repose pas sur un fondement culturel et idéologique. Donc, nous nous proposons comme but, en apprenant à connaître le passé, de bien comprendre le présent pour mieux préparer l'avenir. En faisant l'effort d'approfondir les connaissances sur l'empire satirique, identifier les succès, mais aussi les échecs de cette gigantesque entreprise et peut-être expliquer en même temps certaines difficultés rencontrées actuellement dans la gestion politique de nos États. Et aussi rechercher les causes des échecs, comme par exemple la mauvaise organisation des règles de succession, ou en tout cas leur mauvaise application, ainsi que le rôle des interventions étrangères dans les conflits internes. Cela existait à l'époque. Par quels moyens atteindre ces objectifs? On pourrait envisager de mettre en place une personne morale ou plusieurs ayant vocation à être reconnue d'utilité publique, telle qu'une fondation, en vue de collecter les moyens nécessaires pour recenser toutes les études, tous les documents existants, écrits, sonores, etc. Et aussi, favoriser en les finançant les recherches permettant d'approfondir les connaissances sur cette période de notre histoire. Et également, œuvrer pour introduire dans les programmes d'enseignement des leçons positives pouvant tirer de l'histoire de l'Empire satirique. Notre comité, qui est l'œuvre de quelques pionniers, lance un appel à ceux qui sont ici, comme en dehors, pour venir de renforcer, notamment dans les tâches immédiates qui consisteront au sortir de cette manifestation.
à nous structurer d'abord, parce que jusqu'ici nous travaillons de manière informelle, étudier et mettre en place là où les formes d'organisation les plus adéquates, entreprendre dès à présent les actions nécessaires en vue de la tenue dans le premier semestre 2013 d'une grande manifestation scientifique et culturelle à caractère international. Réfléchir aussi sur les moyens de pérenniser la commémoration de l'Empire Satigui à partir de cette année. Voilà donc les quelques mots que je voudrais vous adresser. Et je vais passer la parole à notre modérateur, l'ambassadeur Seydou Nourou, qui va distribuer les rôles pendant ce qui nous reste de cette séance. Merci. Président, qui est très modeste, c'est notre frère Guillaume Camara, premier président honoraire de la Cour suprême, qui n'est pas à présenter au Sénégal ni dans la sous-région, j'allais dire même au plan international, où je ne dirais pas qu'il a fait ses preuves, mais il a apporté une contribution positive dans certains forats internationaux, africains et sénégalais. C'est pour nous un grand honneur et un avantage de l'avoir parmi nous. Il vous a retracé d'où est venue l'idée et comment il l'a partagée. Au niveau du comité d'initiative, comme il l'a rappelé, nous avons eu qui n'est pas limitatif, bien entendu, puisque à toute chose, il faut un début. Je crois que notre souci majeur, il l'a dit, et j'ajouterai simplement des préjugés, des mythes, voire des contre-vérités, ont essayé de cacher au monde, ou ont tenté d'obscurcir l'histoire réelle de l'Afrique. Il nous appartient, avec la sagesse qu'il a saluée, qui sont là, et d'autres qui sont avec nous de cœur, même s'ils sont absents physiquement. Il s'agira donc de prouver, c'est trop dire, mais de contribuer à cette valorisation du passé de notre continent. Je dirais que l'Afrique étant dans l'histoire, elle ne peut plus y entrer parce qu'elle est là-dedans. À ceux qui sont dehors, nous leur disons, soyez les bienvenus. Mais l'histoire d'Afrique est au centre de l'histoire. Notre président a parlé de hasard, qu'il me permet de dire qu'il n'y a pas de hasard, à mon sens. C'est une programmation, j'allais dire, divine. Puisque Dieu nous a donné vie jusqu'à ce que nous soyons témoins de ce 500e anniversaire, je crois que ça a été un devoir pour nous. Un devoir qu'il a pu lui-même, avec toute sa modestie, porter et partager avec nous tous. Puisque nous sommes tous ici présents, et ceux qui sont absents, nous sommes tous de Polytechnique. Notre cousin Abdelaziz Ba
et Dieu l'éclaire encore mieux, avait porté cette idée et partagé avec Djibril Camara, qui a eu également la générosité de la partager avec moi. Je peux vous dire, sans trahir un secret de famille, puisque nous sommes de la même famille, que pendant ces dernières heures de vie, j'ai eu l'honneur d'être seul avec lui, à part Dieu, qui en était témoin. Pour lui dire que son idée sera portée, sera vraiment portée. Je crois qu'il est parti avec la conviction que nous serons ici aujourd'hui ensemble. Nous voulons une approche à la fois inclusive, c'est-à-dire collatéraux, descendants directs, alliés de Polytechnique, constructive pour apporter quelque chose à notre histoire et positive pour justement rendre plus visible cette tentative d'organisation dans l'espace de l'économie, de la politique, du culturel, et j'allais même dire du culturel, dans une partie de l'Afrique où nous trouverons une partie de cet empire au Sénégal, au Mali, en Gambie, en Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry et en Mauritanie. Je crois qu'il n'y a pas meilleur, je ne dirais pas avocat, mais personne qui puisse nous éclairer que l'historien que nous avons ici à la gauche du président. Je veux nommer le professeur Daha Cherif Ba Meri, qui est enseignant-chercheur au département d'histoire de l'université Cheikh Anta Diop et qui va y faire un exposé sur la base duquel les débats et contributions seront ouverts et interviendra qui le voudra. Monsieur le Président, ce sont ces quelques mots que je me suis permis de dire et sans plus tarder, je vous retourne la parole pour que vous présidiez notre séance. Merci. Merci, Excellence. Donc, je vais passer la parole au professeur Ba pour son exposé. Je vous remercie, Monsieur le Président, de faire face à ma famille, à ma vraie famille. Et vous ne pouvez pas mesurer l'émotion que je ressens ce soir. Et je peux même dire que c'est un moment, disons, unique dans ma pauvre vie en tant qu'être humain. Quand les membres du comité de pilotage sont venus à l'université Cheikh Anta Diop, au département d'histoire, je n'oserais pas dire qu'ils se sont trompés d'adresse en allant dans le bureau du professeur Aboubacar Moussa Lam et en me dépassant dans mon bureau. Et le professeur Aboubacar Moussa Lam, étant un homme modeste, mais un universitaire de haut profil, leur a dit tout simplement, vous avez votre gamin qui est à côté de moi, vous devez prendre attache à M. Chérif Tahaba parce que c'est lui le descendant de Polytechnique. Et quand j'ai répondu à l'appel dans le bureau de M. Lam, il y a une secousse qui m'a, disons, jeté pratiquement à terre, parce qu'il s'agissait de moi. C'est pour vous dire tout simplement le bonheur que j'éprouve de vous entretenir ce soir d'une construction politique ouest-africaine, et je dirais même que Polytechnique a été le précurseur de la CEDEAO. Ça, c'est une leçon qu'il faudrait retenir
de ce soir. D'autant plus que c'était un intégrateur. Et l'article que je propose de vous délivrer ce soir est intitulé « La Satikia du Fouta Toro de Koli Tengel 1512 à Djagere 1883. » Djagere, c'est le dernier Satiki qui est mort en 1883. Du 11e au 19e siècle, dans les récits des voyageurs arabes et des explorateurs occidentaux, les Fulbés sont considérés comme un peuple à part. Ibn Battuta, Al-Bekri, Abdrahman Es-Sadi, Molière, Claude Jeannequin, Parc, de la Courbe, etc., ont rencontré sur leur chemin les populations Fulbées qu'ils ont décrites sur plusieurs aspects. Tout comme les agents d'une compagnie commerciale, les médecins de la marine, les administrateurs coloniaux ont documenté la question Peul à force de peinture et de dessin, aussi pittoresque qu'imaginaire de ces sociétés Peul. Ils nous ont transmis leur regard qui frisait le voyeurisme à travers les prismes déformants de leurs yeux incrédules. Certains de nos contemporains et maîtres, illustres chercheurs et universitaires tels que le professeur Oumar Khan, le professeur Aboubakar Moussalam, le professeur Boubacar Bari, Maurice de la Fosse, Marguerite Dupuy, Alpha Sow, se sont aussi penchés sur ces êtres particuliers. Siré Abba Sow, Henri Gadel, Totin, Federer, Gilbert Vieillard, Jean Gallet nous ont laissé des études de premier choix sur les Fulbés. Roger Mott, Jean Boutré, Jean Schmitz du groupe d'études comparatives des sociétés Peul et Jean-Louis Trudeau, le directeur de la recherche de la revue Islam des sociétés au sud du Sahara, font de l'étude et de l'analyse des sociétés Fulbées des champs de prédilection pour la production de savoirs scientifiques dignes. Autant dire que la littérature est véritablement foisonnante sur les Fulbés. Les Fulbés furent davantage attrayants et particuliers dans la mesure où ils se sont toujours inscrits dans la dissidence, se sont dressés en une véritable communauté réfractaire au régime agro-sédentaire. C'est dire qu'ils ont choisi d'être des exilés des systèmes politico-guerriers de cette Afrique occidentale médiévale. La force de leur caractère et le charisme de certains de leurs illustres fils guerriers ont abouti à la création de la Satikia, un véritable empire séculaire avec comme épicentre la vallée du fleuve Sénégal. Dans notre propos, nous nous bornerons à broder sur quelques dimensions de cette durable construction politico-militaire. Nous reviendrons sur les mythes et les légendes des origines du Poulagou, l'altérité, la victoire de la Satikia au Fouta Toro, du titre de Satiki, les sept écoliades, le patrimoine matériel et immatériel, les femmes, la victoire du Tchern sur le Satiki et la fin des Baoudi Alamayens. Qui sont les Fulbés? Le chevalier de Jokour publia dans l'encyclopédie de Diderot en 1752 l'article intitulé Foule. Foule, disait-il dans cette encyclopédie, c'est un peuple d'Afrique dont les voyageurs écrivent le nom diversement. Falpos, Felpes, Flou, et pour les Français, Foule, mais aussi Poule ou Peul. La littérature de voyage et les productions technologiques sont des réservoirs de considération sur les portraits physiques et moraux des Fulbés. Cette littérature est largement convoquée, analysée par les chercheurs et universitaires spécialistes de la période de l'histoire moderne et contemporaine. Anna Pondopoulo dit des Fulbés ceci, je la cite: ils seraient les représentants
d'une ancienne race sémitique, claire de peau, aux traits fins et distingués, douée d'une intelligence supérieure et naturellement portée à régner sur d'autres populations africaines. Guerrier et prophète, créateur des puissants États musulmans au sud du Sahara, les peuples devinrent, à l'époque coloniale, le peuple fétiche des administrateurs. L'imaginaire colonial leur doit surtout deux figures clés peuplant son épinal. Celle d'un interprète rusé, à l'esprit et à la parole machiavélique, et celle d'une femme peu, belle, intelligente et indépendante. La meilleure compagne pour l'administrateur lors de ses pérégrinations dans la bourse. Je ferme la citation. Pratiquement, tous ceux qui ont eu à étudier les Fulbé sont unanimes sur ces aspects. Voilà en fait le peuple, c'est comme la femme pour le dem pour ko jondam e waawde hoore mum waawande hoore mum ko neɗɗo jooɗɗo pinɗo paamɗo tuubakoɓe laaminoɓe ɓe wonnoɓe ɗo ina jinno wonde fulɓe kala ɓe gonnoɗo ɗum jooɗade kullu so gorko o so debbo o sen ɗenni on va vers cette altérité. Son Excellence parlait de préjugés. Effectivement, les peuples ont vécu parmi d'autres populations africaines dans des situations assez complexes. Et pour cette altérité conflictuelle, j'ai juste pris un exemple, les Fulbé et les pays mandins. Et dans le mandin, les Fulbé sont ainsi définis. Les Fulbé, ils disent les Fulbé rouges, ouais, sont des nomades, sont remuants et bagarreurs. Autant dire qu'ils sont classés parmi les entités ingouvernables du pays mandin. Et vous comprendrez pourquoi je me limite là. Ce sera une des raisons de la sortie de Kony du pays du mandin. Ils sont nomades, remuants et bagarreurs. Et ils sont des entités ingouvernables. Nous en venons au triomphe de la Satikia au Fouta Toro. La dynastie des Nyanké s'implanta pour plusieurs siècles au Fouta Toro après la conquête et la pacification totale du pays. Les chefferies locales ne purent résister à la déferlante peuple venue du Fouta Jalon et toutes se résolurent à la soumission. Toutes les formes de contestation et de rébellion furent réduites par Kony à la tête de ses forces armées, soit par la force, soit par la diplomatie ou par les mariages. Vous voyez déjà en filigrane la statue, la posture en tant que chef de Kony qui apparaît. Il vous soumet soit par la force, soit par la diplomatie. Donc il a une capacité extraordinaire de négociation avec le roi ou le Farba qu'il avait vaincu. Il n'abattait pas son ennemi. Au contraire, il lui rendait sa dignité et négociait pour obtenir la solution de ce roi tout le temps qu'il a vécu. C'est en vue de récupérer tout le temps ses alliances pour les bonifier, soit par les mariages. Venons-en à ces mariages-là. Nous savons que Kony Tenel a épousé la fille de Farba Diol, vaincu. Mais malheureusement, il n'eut pas d'enfant.
Il épousa la fille de Farbal, de Hairbal. Là aussi, ils n'ont pas eu d'enfant. Il épousa la fille de Lator. Et cette fille s'appelait Fayo Al-Ilibana. Et de cette union, Koli eut deux filles, excusez-moi. La première s'appela Lala Fayo et la seconde Sira Fayo. Ce qui veut qu'il est en train d'élargir la famille. Jidgal Nati. Oyadi Bessu. Donc, on peut dire que Nagan Piadu Chala Hulu Piadu Mali Jekita Tutsa Dimam Jaba Hamdi Musim la Hande Baradon Musik Baravata in the Kuli Baradon Nama Fima Aragana Nana Iskaga Hakun Luman la mais c'est le bas de l'eau Baravata. Koli qui fut intronisé Satiki du Fouta en 1495. Et il exerça son règne jusqu'en 1512. Donc il a créé son empire 17 ans avant d'implanter et de faire consacrer par la tradition la Satiki. Donc il a jeté les bases de la Satiki. Les 7 Koliades, elle m'a dit donc si on a cette Koliade, l'empire satellite va t'arrêter. Les sept Koliades furent le fer de lance de ces armées, une force de conquête et d'occupation, un gage de sécurité et du monopole du pouvoir politique. Par ailleurs, avec intelligence, qu'on y recrutait parmi eux des nouveaux chefs de territoire. Donc, parmi les sept Koliades, étant des guerriers de renom, étant des fers de lance, qu'on y choisissait les plus déterminés pour en faire des chefs de territoire. Donc, vous voyez aussi cette ingéniosité, une manière d'associer ce guerrier-là à l'exercice du pouvoir. Parce qu'il avait dans sa tête l'ambition de fonder un empire durable, séculaire. Et c'est ce qu'il a réussi. Renforçant ainsi le rôle des guerriers dans le régime dénien. Déni, pour faire une petite inscription, serait une localité dans le pays de Niani, où Koli et ses guerriers auraient habité avant leur entrée dans le Fouta. Soulignons que leur patronyme Ba est fort répandu au Fouta. Le patronyme Ba correspond à Djahade chez les Foulanki, à Djar chez les Mandem, Nyakate chez les Souni. Donc les équivalences patronymiques aident aussi à désamorcer les conflits qui auraient pu mettre en péril la communauté. Donc vous voyez aussi cette ingéniosité qui est purement africaine, qui est purement traditionnelle, un instrument très puissant pour mettre sous le boisseau les conflits qui auraient pu éclater. Venons-en au titre de Satiki. Que signifie Satiki? Satiki était le titre royal que porte le chef Koulou de la dynastie des Déniens du Fouta Togo. Il est diversement orthographié au XVIIe et XVIIIe siècle. Siratigi, Silatigi, Siratik, Saltigi, Satigi et même Sheiratigi.
Ce titre serait dérivé du titre mandingue Silatigi, signifiant chef de la route ou de la migration. C'est dire qu'il avait la fonction de guide, de chef, de responsable suprême de la communauté. Nous savons que ce titre ne revenait pas au plus commun des foulés. Il fallait réussir à une multitude de tests, tous liés au métier de la guerre et des armes, mais aussi de connaissances mystiques qui devaient l'aider à commander non seulement la nature, mais aussi les hommes. Il fallait commander la nature, mais aussi les hommes. Au total, le Satigui réunissait les qualités guerrières, mais aussi mystiques. En outre, il devait venir en aide au soutien de tous les éprouvés de la communauté en cas de famine, en cas de disette, en cas de guerre, en cas de catastrophe. Ce qui veut dire que le BES, il est BES d'abord dans sa jeunesse. Donc, il faut aller dans le BES. C'est un cas pour la TV, il est dans le BES. Sous le corps de Djabar, tout ce que les arbres disent. Ce qui est bon, c'est que nous avons notre arbre. BES, quand nous Djabar, Wuro, Djabar fait. BES, nous avons dit ça y est, il y a les BES, quand on a la tara, on a les joues, quand il y a les joues, il y a les joues, soit à l'autre. Ça y est, il y a les joues à l'autre. Du coup, du monde, quand il y a la harbiyanki, dans le pouch, mais il y a des pouvages, on a. Quand on a ko donc o wonata so woni sati donc jikkuji mum o wawa hirtade wuro hirtade o wawa wattade wuro wattade o wawa lende cammeje e nder fawru makko wuro ne soña alay sago o galle maɓɓe ñaama e yarate ɗum ne o waktu mo garɗa kala ko tumude ko toon mana kiraɗe e pottade wuro kawroji l'âme de humaine. Sinon, l'âme de non c'est cet homme que les Français ont rencontré sur leur chemin du Galap. En 1685, lui, Moreau de Chambono, directeur de la Compagnie du Sénégal, a été reçu par le Satigui. 1685. Et on a retenu ceci. Chambono partit le 23 juin pour le Galap dans une barque avec 6 blancs et un interprète, maître Lang. L'équipage comprenait aussi 10 capteurs, nègres libres, rémunérés une barre de fer par mois. Ils étaient chargés de toutes les tâches pénibles, dont la navigation à la cordelle. Ils abandonnèrent Chambono à Vitel, car Silatigi, roi des foules, était fâché qu'il puisse traiter avec son ennemi Samba Boy, réfugié au Galap. Donc là, c'est au moment où Samba Boy Dandira Samba Boy, il est venu et Kaoumou Kongou Moussa, il est sous Galap, dans l'actuel, disons, Sénégal oriental, le Mali. Parce que les Français faisaient tout pour aller dans le Galap. Et bien, où sont Galap? Et il y a un craqué. En tout cas, où est-ce que tu es? Je me dis que le Satigui Joli, Satigui Falor. Chambono, Satigui Rim tout. À un gros ciel. Finalement, on va aller pour calmer au Assis. Parce que nous sommes arrivés en 1687, là où Satigui est monnaie Tchadelle. Il y avait une dispute, il y avait des rivalités pour la succession au trône. Et on s'est ensemble de la guerre aussi, derrière Tchadagalam,
ine hakko kawmum pour heɓde jaɓɓere lawol. Donc tubakoɓe ɓe ngari ɓe tawi effectivement Fouta no wone nanno caɗele. Les Français installés à Podor en 1743 purent bénéficier de la bonne cohabitation avec les chefs des Nianké et organiser ainsi un commerce des esclaves absolument lucratif. Les foules jouèrent là un rôle de partenariat incontestable dans la dépopulation de la vallée du fleuve Sénégal. Donc, il me sur le cadre de Boama, comme le président Réuni, et nous avons dit de la vie. Autant de la traite négrière, effectivement, nous avons participé. Nous avons vendu nous aussi. Nous avons aussi été un régime esclavagiste. Ça, c'est historiquement prouvé. Et nous l'assumons. Cette collière, retenons globalement que les troupes de police étaient très importantes et vigoureusement entraînées. J'insiste sur l'adverbe vigoureusement entraînées, dont le fer de lance était constitué par des foules de Ouroundé, Walarde, Ferode et Yale. Ɓen gonno kaddi demde so tawi eɗen kaala haala mbaɗa comparaison ɓen gonno kaddi ɓen gonno le noyau central. Mais Koli a recruté des éléments de valeur parmi les sept de Kolia lorsqu'il était installé à Délé. La légende soutient que lorsque Koli était encore au Badiana, un tchèque de Lassaba, le Haïregal actuel, qui avait entendu parler de lui, vint avec de l'or pour lui demander une colonne de guégué. Ce tchèque était un camarade. Et se nommait Malal, fils de Séoul. Or, tous les matins, Koli faisait égorger 100 bœufs pour la nourriture de ces gens. Donc rappelez-vous de ce carré-siro. Et ces esclaves se discutaient en faisant le partage de la viande, ce qui occasionnait des rixes qui coûtaient la vie à beaucoup d'esclaves. Malal Séoudou s'en aperçut et se mit à faire le partage définitivement le rituel de l'intronisation. Les insignes royaux qui lui étaient remis se composaient du fer, du fouet. Parce que là, on a un fia, tonga, donc défense cette prière. Venons-en aux femmes. Dans cette famille-là. Quelle est la place de Deb Poulou au temps de Dédé Nkolo? Là aussi, ce sera une occasion de faire sauter beaucoup de préjugés. Croissant, dans ses écrits, récapitule certaines considérations qui frisent l'exotisme, le fantasme et l'extase avancée par les voyageurs européens quant à la beauté des femmes privées. Golbery a soutenu que, je le cite, les femmes des peuples sont spirituelles et belles. Les femmes des peuples sont spirituelles et belles. Gray et Dossard furent d'avis que, je le cite, leurs femmes peuvent rivaliser avec les Européennes pour leur beauté, les traits du visage. Elles sont plus délicates et plus vives que les négresses. Leur démarche, quoique étrange aux yeux des Européens, ne manque ni de majesté ni d'élégance. Les frères Lander, donc les Allemands, sont très frappés à différentes reprises par la beauté des femmes peuples et disent dans le journal que, je les cite,
ses frères allemands, nos séduisantes amies, les jeunes filles Félane, donc Foulbé, sont encore venues ce matin nous apporter du lait. Et ils continuent, ils disent, elles sont si modestes, gâchées, si réservées. Toute leur conduite annonce tant de délicatesse qu'elles excitèrent en nous un profond sentiment de respect. Elles ont de beaux yeux, noirs comme du jet, brillants comme le diamant, de longs cils aussi luisants que les plumes du corbeau. Bien très réguliers, leurs formes sont élégantes, leurs mains petites et potelées. Donc, tout le monde est bien. Dans le Fouta-Jalon, Eka est frappé de la beauté de la sœur de l'Allemagne. Allemagne Fouta-Jalon. Eka dit, âgé de 25 ans à peine, cuivré plutôt que noir, ayant des traits tout européens et une grâce parfaite. Cette femme est assurément l'une des plus belles qu'on puisse voir. Félicitations. L'abbé Boila reconnaît que les femmes peules sont les plus belles du Sénégal. Et il dit, elles ont la figure régulière. Elles ont la figure régulière. Une taille mince et délicate, de beaux yeux, la voix douce et tendre. Écrit que les jeunes filles peules du Fouta-Jalon, je le cite, sont gracieuses, le sein ferme est d'une forme remarquable, les épaules faites, les bras aux extrémités fines, les jambes plutôt fortes que maigres montrent la beauté et la dignité de cette race. Au Soudan central, Barth affirme que, je le cite, conserve en général plus longtemps sa grâce et ses charmes. Donc, la rendre l'unité. Au Bordeaux, sur le marché de Kouka, je cite, les femmes peules sont particulièrement recherchées de leur teint clair et de leur beau visage. Félicitations.
Foutanké en général et celle des Halaïs en particulier durent la majeure partie de leur autorité à la beauté de leur forme corporelle, à la puissance de leur regard, à la majesté de leur maintien. Les femmes Halaïs, séculières sur toute la vallée du Sénégal, s'organisent sur le même modèle que les hommes. Parce que les Haris le disent, les Dadra. Ça a été ça le Dadou, le Dadra. Donc, c'est pour le Halaïs. Elle utilise beaucoup plus de liberté, elle est plus courageuse et plus travailleuse. Elle a la faculté même de recevoir une convocation. Parce que souvent, l'administrateur du cercle de Podor, quand il envoie des convocations aux hommes, ce sont les femmes à l'intérieur qui récupèrent ces convocations-là et allaient à Podor. Elle allait répondre à l'administrateur du cercle de Podor à la place de l'autre. Donc c'est pour vous dire, ne craignez pas, tout va. Ceci était une marque de liberté civique et politique. Elle assurait aussi un grand nombre de travaux en reculant la garde des troupeaux ou des champs. Et nous savons très bien que les troupeaux étaient recherchés par des Mours. Donc, l'émancipation de la femme, ces histoires, nous, nos épouses et nos femmes, nos mamans ont toujours été des femmes émancipées. Elles ne laissaient jamais l'occasion aux animaux sauvages d'emporter une bête et se passaient volontiers d'édifier des hangars dans les champs de peu de trop se prélasser et livrer par la même occasion toutes les petits aux oiseaux granivores. Quand Mohamed Moustapha Kane n'hésite pas à les qualifier d'hommes manqués, tellement au Djabré, au Sakata, au Soussouré, avec un guessier, avec un guessier, avec un nez, avec un parti. Même, je vous ai dit, l'administration coloniale, elle faisait face à cette administration coloniale. Elle partageait leur pays, leur fortune, leur revers et leurs travaux. Femmes de chefs ou de guerriers, pendant les batailles et les sièges, on les voyait se placer derrière les combattants et les exciter à vaincre ou à mourir. Soirée au plus chaud de la bataille, quand les têtes roulaient à terre, elles invoquaient leur maternité, leur amour, mêlaient des reproches amers aux plus douces promesses et forçaient les plus timorés à reprendre l'offensive. Lors des combats du Walisi qui duraient de 1880 à 1884 à les femmes halaïdes, révoltées des exactions des bandes Mours qu'elles subissaient et pour exciter l'ardeur guerrière des hommes, avaient refusé de cuisiner des mets sucrés tels que Kwante, Ni, Fassak, Li, Walati. Soirée de Worbe, Kabana, et Tchalo Defi, et Nafra Métu, qui a Métu, Bota Métu. Elles se mirent à servir pendant plusieurs jours à leurs hommes des mâles bambara, comme on dit. Mérite à la gagne, on met tout le temps parce qu'on s'allie on tous ensemble. À l'indignation de leur époux, elle prétextait que les vaches et mines étaient désormais aux mains des morts, qu'ils devraient se retrouver en banque alimentaire toujours. Adenaï Nawam, Sahagani, Tuni, Tchamé de Boudadani, son gartuani, et Gagawé, on y a rabit. J'ai gâté, nous n'avons pas de salaire. Gâté, nous n'avons pas de salaire. Wama, on m'a dit,
le rôle encore de la femme pour sceller la paix entre les halal et les morts brahmanes.